Allez, nouvelle question. Bonjour. Ma première question est à Vladimir Vladimirovitch. Que pensez-vous? Est-ce que l'Ukraine est prête à cesser le feu? Avez-vous reçu les informations des Américains? Quelle sera votre réponse? Et j'ai une deuxième question aux deux présidents. Est-ce que Moscou et Minsk coordonnent leur position en ce qui concerne le processus de paix? Et est-ce qu'aujourd'hui, vous avez déjà mené des consultations en ce sens? Merci. En ce qui concerne votre question, à quel point l'Ukraine est prête à cesser le feu? Eh bien, moi je peux vous partager mon appréciation, mais tout d'abord, je tiens à remercier le président des États-Unis, M. Trump, d'avoir consacré autant d'attention à cette question du règlement du conflit en Ukraine. Nous avons tous du pain sur la planche, nous sommes tous très occupés, mais des leaders de plusieurs États, de la Chine, de l'Inde, du Brésil et de l'Afrique du Sud, consacrent du temps et leur attention à cette question. Et nous leur sommes très reconnaissants à eux tous, car cette action est noble. Elle vise l'arrêt des hostilités et l'arrêt des pertes de vies humaines. Et nous sommes d'accord avec la proposition d'arrêter les hostilités, mais nous considérons que cet arrêt des hostilités doit être de telle sorte qu'il mènerait à une paix durable qui durerait longtemps et qui supprimerait les raisons profondes, les causes profondes de cette crise. En ce qui concerne votre question, si l'Ukraine est prête à mettre fin aux hostilités, la rencontre entre les Américains et les Ukrainiens en Arabie Saoudite, si nous regardons extérieurement, peut peut-être ressembler à une prise de décision ukrainienne, mais sous la pression américaine. Mais en réalité, je suis persuadée que la partie ukrainienne aurait dû demander très soigneusement aux Américains de faire de sorte que ça se passe comme cela et en tenant compte des réalités sur le terrain. Vous avez vu que hier, j'ai visité la région de Koursk. Hier, j'ai écouté des rapports du chef d'état-major et du commandement de notre groupement tactique dans cette région, dans cette enclave qui s'est formée à Koursk. Eh bien, la situation sur place est sous notre contrôle désormais, entièrement. Ce groupe qui s'est immiscé dans notre territoire a été isolé et est tenu, contrôlé par notre puissance de feu. En ce qui concerne l'intérieur de cette zone, eh bien, ils n'ont plus d'influence. Et si, par exemple, il y a une semaine ou deux, les militaires ukrainiens essayaient de partir par petits groupes, désormais, c'est impossible pour eux. Ils essaient de partir par groupe de 2 ou 3 personnes, car nous assurons le contrôle par notre puissance de feu. Tout le matériel militaire, nous l'avons détruit. Il restera sur place. Il ne peut plus être évacué. Et si dans les jours à venir, le blocus physique se fait entièrement, personne ne pourra sortir. Ils pourront se faire porter prisonniers ou mourir. Ils n'auront que ces deux alternatives. Et bien voilà, pour la partie ukrainienne, dans ces conditions, c'est vrai que ce serait bien
d'atteindre cette trêve pour 30 jours au moins, et nous sommes pour. Mais d'abord, que ferons-nous avec cette zone, cette sorte d'enclave dans la région de Koursk, si nous cessons les hostilités pour 30 jours? Qu'est-ce que cela veut dire? Que tous ceux qui se trouvent là-bas pourront sortir sans combattre? Est-ce que nous devons les laisser sortir maintenant après qu'ils aient commis ces crimes de masse contre les civils? Ou bien ce sont les autorités ukrainiennes qui leur ordonneront de remettre leurs armes et de se rendre prisonniers? Comment cela va se passer? Je pense que tout le monde comprend. Et comment seront résolues toutes les autres questions le long de la ligne de contact, presque 900 km? Vous savez que les troupes russes mènent des offensives pratiquement sur tous les segments de cette ligne de contact. Et là-bas aussi, des conditions sont créées pour que nous puissions bloquer, encercler des unités conséquentes. Donc ces 30 jours seront utilisés de quelle manière pour que en Ukraine, cette mobilisation contraignante se poursuive, pour que les livraisons d'armes se poursuivent en Ukraine, pour que leurs unités mobilisées suivent des formations, ou bien rien de cela ne sera poursuivi. Dans ce cas-là, la question se pose. Et les questions du contrôle et de la vérification, comment seront-elles traitées? Comment les autres nous garantiront que rien de tel ne se produise dorénavant? Comment tout ceci pourra être contrôlé? Ce sont des questions de bon sens et ce sont des questions sérieuses. Vous le comprenez. Qui donnera des ordres de mettre fin aux hostilités? Quel sera le prix de ces ordres? Vous pouvez imaginer, sur ces 2000 kilomètres, qui va pouvoir déterminer quand et comment et par qui les accords possibles de cessez-le-feu auraient été violés? Pratiquement 2000 kilomètres. Et qui remettra et rejettera la faute sur qui? Donc toutes ces questions nécessitent une approche soigneuse d'analyse des deux côtés. Donc l'idée en elle-même est bonne, correcte, nous la soutenons sans aucun doute. Mais il reste des questions en suspens que nous devons débattre, dont nous devons débattre, et je pense qu'avec nos collègues et nos partenaires américains, nous devons en parler peut-être un coup de fil au président Trump pour parler de tout ceci avec lui. Mais l'idée en elle-même de mettre fin à ce conflit par les moyens pacifiques, nous soutenons cette idée. Je tiens à attirer l'attention des journalistes que Vladimir Vladimirovitch vient de présenter des éléments beaucoup plus amplement que le sens de votre question. Il a même expliqué quels seront les axes qui seront abordés pendant les rencontres avec les représentants américains. Il est difficile d'ajouter quelque chose, mais je peux dire que nous avons été unis dans notre position avec la Fédération de Russie et tous les accords que nous avions en ce qui concerne le conflit en Ukraine, nous avons considéré qu'il était indispensable pour nous de les respecter. C'était notre devoir sacro-saint et bien sûr nous avons toujours soutenu nos amis russes et je me rappelle encore qu'à Gomel et à Beloveska Pushcha, quelques jours après le début de ce conflit, nous avons initié les négociations. Nous avons appelé les parties à trouver un terrain d'entente pour ne pas que la guerre se déroule. Non. Et je dirais à Volodymyr Zelensky, mais non, si la guerre se déroule en Ukraine,
l'Ukraine, tu devras répondre de cela. Et ensuite, je le dis, c'est vraiment un exemple classique d'histoire. Demain, l'administration américaine changera. Et où te retrouveras-tu? Vous voyez, j'ai vraiment analysé les situations de manière extrêmement perspicace. Vous voyez, et là maintenant, il s'agit de ce processus de cesser le feu, de se mettre à la table de négociation. Et moi, je toujours dis, eh bien, ce gars-là est inexpérimenté. Vous l'avez poussé à la guerre. Comment ceci a commencé? Par la personne que nous connaissons avec Vladimir Vladimirovitch Poroshenko. Après la signature des accords de Minsk, il avait toutes les cartes en main. Il pouvait mettre fin à tout cela et trouver des accords en ce qui concernait le Donbass. Le Donbass serait à l'intérieur de la Russie. Oh non, désolé, à l'intérieur de l'Ukraine. Mais non, on disait c'est impossible, les élections doivent avoir lieu. Mais comment? Eh bien, avec la monnaie ukrainienne, la grivna, qui circule là-bas, que veux-tu d'autres? Et là, plus de monnaie, plus de paix, la guerre, les gens souffrent. Voilà comment tout avait commencé. Et j'étais dans le rang des participants grâce à Vladimir Vladimirovitch. Mais cette guerre aurait dû arrêter il y a longtemps. Bon, ça n'a pas été fait plus tôt. Nous avons donc cette unité de position avec Vladimir Vladimirovitch et encore une approche perspicace. Si les Russes se mettent d'accord avec les États-Unis, eh bien, ce sera la cata pour l'Europe et l'Ukraine ensemble. Et le destin de l'Europe est entre les mains des États-Unis. Et si c'est l'approche que l'Europe poursuit, si nous lisons les médias, nous le voyons, ce n'est pas très perspicace. Et bien évidemment, nous ne nous laisserons pas tromper ou abuser. Je l'ai déjà dit, nous avons vu comment on s'est essuyé les pieds sur Zelensky à la Maison-Blanche. Il n'avait qu'à réfléchir. 3 peuples slaves ont toujours cohabité dans de bonnes conditions. Et il aurait fallu se mettre d'accord, s'asseoir. Personne n'aidera l'Ukraine. Est-ce que les Américains posaient la question sur les minéraux rares au début de la guerre? Non. Et maintenant, ils soulèvent cette question. Mais à l'époque, ils ne le disaient pas. Mais maintenant, il faudra tout mettre en œuvre. Et les terres noires, tchernosium et les minerais rares, tout, il faudra faire sortir du pays et peut-être davantage. Donc, si c'est le président qui arrive, qui veut que les gens se tirent les uns sur les autres, nous ne le voulons pas. Le parti peut-être oui, mais c'est nous qui avons raison. En ce qui concerne ce pipeline, si la Russie et les États-Unis se mettent d'accord sur la coopération en matière de l'énergie, eh bien, le gazoduc pour l'Europe, son fonctionnement sera assuré. Ce sera bien pour l'Europe, car l'Europe pourra recevoir le gaz russe bon marché. Oui, c'est à cela que je faisais allusion. Oui, je n'en doute pas. En ce qui concerne la situation sur le terrain, eh bien, comme Alexandre Grigorievitch a dit, j'avais effectivement dit que la situation change rapidement. Le commandant du groupement Nord m'avait dit hier que le lendemain, nous reprendrons la ville de Soudja. Et tel était le cas. Et je remercie tous les militaires qui ont réalisé ceci et nous allons assurer tout ceci dans
dans cette partie où les Ukrainiens se sont infiltrés dans la région de Koursk, c'est Soudja, et puis toutes les localités avoisinantes. En fait, nous les récupérons toutes, la totalité de cette agglomération. Donc voilà, en tenant compte de la situation sur le terrain, nous nous mettrons d'accord sur les autres étapes à suivre pour mettre fin à ce conflit et trouver des accords acceptables à tous. Deuxième question. La chaîne ONT, Médias Bélarusses. Bonsoir. Je voudrais poursuivre ce sujet. Les négociations qui concernent l'Ukraine est un sujet d'actualité et en Biélorussie aussi. Les intérêts de la Biélorussie en tant qu'allié stratégique de la Russie, mais le voisin très proche de l'Ukraine, seront-ils pris en compte? Alexandre Grigorievitch, avez-vous émis des souhaits à votre collègue? Quels souhaits? Les souhaits qui concerneraient quelle question? Qui concernerait l'idée de prendre en compte les intérêts de la Biélorussie dans le cadre de ces négociations. À vrai dire, je ne comprends pas vraiment votre question, mais je peux vous répondre grosso modo. Les intérêts de la République de la Biélorussie dans toutes les questions de relations avec qui que ce soit, nos partenaires d'outre-Atlantique ou nos voisins les plus proches, les intérêts sont toujours pris en compte dans le cadre de l'État de l'Union que nous avons avec la Biélorussie. Nous avons le concept commun de politique extérieure et nos ministères des Affaires étrangères coopèrent étroitement. Nous coopérons très étroitement dans le cadre de l'Union eurasiatique. Nous avons une coopération bien développée dans le domaine économique et la production industrielle, etc. Nous n'avons à aucun moment l'intention de ne pas tenir compte des intérêts les uns des autres, car tout ce que nous faisons se reflète sur nos intérêts et sur les intérêts de la Biélorussie. Donc, prendre en compte les intérêts de la Biélorussie correspond tout à fait à l'approche rationnelle russe. Vladimirovitch parlait des questions comme quoi si la Russie et l'Amérique se mettaient d'accord et que les intérêts de la Biélorussie ne seraient pas toujours reflétés. Moi, j'ai toujours dit à cela que moi, je n'insiste pas à faire partie de ce processus. Et puis, la Fédération de Russie est notre partenaire le plus proche, il connaît nos intérêts et il ne s'écartera pas de nos intérêts. Et les négociations sur l'Ukraine, la Russie et les États-Unis, ou la Russie et l'Occident, et ces négociations ne pourront aucunement nuire aux intérêts biélorusses. Mais oui, mais c'est pour cela, je n'avais pas vraiment saisi le sens de votre question. Ne pas tenir compte des intérêts de la Biélorussie est nuisible à nous-mêmes. Vous comprenez? Donc voilà, votre question est tirée par les cheveux, j'avoue. Mais j'espère avoir répondu à votre question néanmoins. La conférence de presse touche à sa fin. La question des journalistes russes, RIA Novosti. Bonjour. RIA Novosti, le média RIA Novosti. Si vous permettez, la question concerne l'intégration de la Russie et de la Biélorussie. L'aspect économique de cette intégration, 28 programmes ont été développés. À quel stade de la mise en œuvre se trouvent ces programmes? Il y avait la période des
l'année 2024-2026. Est-ce que vous, les leaders, vous êtes satisfaits de l'avancement de cette intégration? Tous les 28 programmes ont été menés à bien, à 100%, accomplis. Et ce que nous avons planifié pour 2024 à 2026 a été accompli à plus de 26%. Moi, personnellement, je suis satisfait de l'avancement de ce travail. Le gouvernement travaille de manière très intense, significative et efficace. De temps en temps, moi, Alexandre Grigorievich, nous devons nous mettre d'accord avec certains points sur les i entre différents ministères. Des fois, nous pouvons même être en léger désaccord entre nous, mais les compromis mutuellement bénéfiques sont toujours au rendez-vous. Je suis personnellement satisfait de l'avancement. Je n'ai rien à ajouter et je suis très heureux que Vladimir Vladimirovitch soit satisfait de la mise en œuvre de ces programmes. Nous avions un grand programme, mais nous nous sommes mis d'accord sur tous les aspects, comme a dit le président russe. Et si les gouvernements ne peuvent pas se mettre d'accord ou réaliser quelque chose... Voilà pour la déclaration d'Alexandre Loukachenko, le président biélorusse, mais surtout celle de Vladimir Poutine, président russe, qui s'exprime pour la première fois sur la trêve. Merci d'être avec nous sur LCI en direct. Que dit le président russe? Oui pour une trêve, si c'est pour une paix durable. Oui pour une trêve, mais sous conditions. Il y a encore beaucoup de questions qui se posent. C'est ce que dit Vladimir Poutine. L'Ukraine est-elle prête à mettre fin aux hostilités? C'est la question majeure selon lui. On va pouvoir débriefer ces déclarations qui étaient tant attendues du côté du Kremlin avec vous, Magali Barthès, éditorialiste internationale LCI. Bonsoir. Samantha de Bendern, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là, chercheuse à la Royal Institute of International Affairs, ancien officier politique de l'OTAN, le colonel Michel Goya. Bonsoir, colonel. Bonsoir, consultant militaire LCI, et puis on est aussi avec Yves Doutrio, ancien ambassadeur de France à l'OSCE, bonsoir, et représentant permanent adjoint de la France à l'ONU. Nous serons aussi en direct de Moscou dans un instant, nous irons aussi à Washington, vous ne raterez rien des derniers événements. D'abord, première question, Samantha, le monde était suspendu à une déclaration de Vladimir Poutine sur cette fameuse trêve. Ça y est, il en a enfin parlé depuis Moscou. Qu'est-ce qui vous marque dans ces premiers mots ? Moi, ce qui me marque, c'est qu'il a beaucoup parlé, mais qu'il n'a pas vraiment dit grand-chose. Il a dit qu'il acceptait l'idée d'une trêve, mais sous condition. Il pose la question... Il dit quand même oui pour une trêve. Oui. Il ouvre la porte. Oui, mais il dit, par exemple, il faudra que cette trêve mène à une paix durable qui tienne en compte les causes primaires de cette guerre. Et pour lui, la cause de cette guerre, c'est l'élargissement de l'OTAN en 1997. Il est en train de rouvrir un discours qu'il répète sans cesse depuis bien avant le 24 février 2022. Donc là, je n'ai pas encore entendu quelque chose de phénoménal qui me fasse dire, bon, maintenant, nous arrivons vers la paix. Il dit oui. Et en même temps, il rencontre Steve Witkoff ce soir, l'émissaire américain qui est arrivé à Moscou. Donc on imagine qu'il attend aussi des détails de sa part. Ça va être... Oui, ils vont avoir une réunion en privé pour parler de ce que les États-Unis seront prêts à obliger l'Ukraine à concéder pour que Poutine accepte l'idée de cette trêve. Et c'est là où la partie américaine, à mon sens, a déjà beaucoup donné à Vladimir Poutine, l'a déjà accueilli au sein du monde international, si vous voulez, a déjà fait des gestes du genre on va pas faire de... Et on va voir peut-être qu'il y aura d'autres gestes, vous avez raison. Peut-être juste une autre réaction, celle d'Yves Doutrio. Qu'est-ce que ça veut dire oui à une trêve, mais sous conditions. Ce serait quoi les conditions? Ce seraient des conditions uniquement du côté de la Russie, on imagine. Alors, Samantha vient très justement de rappeler les positions russes traditionnelles sur ce qu'est la paix durable. Donc, je ne reviens pas sur ce point-là, qui a été effectivement implicitement indiqué et rappelé par le président Poutine. Alors, moi, j'ai aussi entendu un autre extrait sur lequel je voulais rebondir. L'une des réserves, c'est des questions qu'il pose. Mais il y a des questions, il dit oui, mais quelle est la garantie alors sous-entendu que les Ukrainiens vont respecter au moins cette trêve de 30 jours. Et ensuite, alors ça m'a interpellé parce que c'est précisément ce que demandent les Ukrainiens
depuis fort longtemps, qui est des garanties. Et vous savez que les Français, les Britanniques, cette question des garanties est au cœur des réflexions des Européens. Et que c'est les Russes jusqu'à présent qui, et M. Lavrov notamment, avait dit pas question qu'il y ait des garanties européennes sur le terrain en cas d'accord de cessez-le-feu. Alors, quand il parle de garanties, on peut penser aussi peut-être à des garanties du côté russe aussi, donc de l'autre côté de la ligne démilitarisée. Alors, c'est quand même intéressant dans cette réaction de Poutine, c'est que quelques heures avant, je crois, ou peut-être hier, son conseiller diplomatique était nettement plus réticent sur la trêve de 30 jours, parce qu'il disait et répétait, mais c'est formidable pour les Ukrainiens, parce que pendant 30 jours, ils vont pouvoir se remettre en force. Le colonel oui, c'est son conseiller diplomatique qui le disait ce matin encore, qui disait que finalement ce cessez-le-feu ne profite qu'aux Ukrainiens. En réalité, ce discours-là ne pouvait pas être tenu trop longtemps par rapport au président Trump qui s'est énormément engagé et donc il y avait une forte pression sur le président Poutine pour qu'il donne l'impression au moins de donner une réaction vaguement positive à la proposition américaine. C'est ce qu'il vient de faire maintenant. Magali Barthès, vous suivez ces événements depuis des heures. On était suspendu au premier mot de Vladimir Poutine. On ne savait pas s'il allait parler sur ce cessez-le-feu. Finalement, il l'a fait. Même si c'est vrai qu'il n'a pas été clair sur toute la ligne, mais il ouvre quand même la porte en disant mais d'accord pour une trêve, mais il y a encore des questions qui demeurent. C'est une réponse très politique en fait. Oui. Il ne dit pas oui, il ne dit pas non, il dit sur le principe. Mais bien sûr, discutons et bien sûr, cessons les combats. Mais si ça débouche sur une paix durable, s'il est possible de vérifier que le cessez-le-feu est bien respecté, c'est une réponse ambiguë, c'est une réponse politique qui ne ferme pas la porte à Donald Trump, parce qu'il n'était pas non plus question de balayer tout de suite et d'humilier le président américain. Donc là, cette réponse-là, elle mérite de laisser la discussion ouverte. En effet, il a rendez-vous tout à l'heure avec l'émissaire américain qu'il a déjà rencontré pendant 3 heures il y a quelques semaines. Donc là, on comprend bien que sur le principe, pourquoi pas, mais maintenant, le diable se cache dans les détails. Et on va aller dans le détail. Et c'est maintenant, en fait, que la vraie négociation, elle va commencer. Parce que en même temps, il ouvre la porte, mais en même temps, il se félicite de l'avancée russe sur Koursk en disant maintenant, les Ukrainiens qui sont sur le territoire, c'est soit vous vous battez jusqu'au bout et c'est la mort, soit vous vous rendez et vous êtes mes prisonniers. Donc il y a un discours qui est en même temps extrêmement ferme, qui revient, comme le disait Samantha, sur les causes profondes de cette guerre. Donc là, on revient sur l'OTAN, même l'architecture de sécurité. Ce qu'on voit, c'est qu'il veut parler directement avec Vladimir Poutine, avec Donald Trump. Et c'est là, ça c'est très net, toujours au-dessus de l'Ukraine, toujours par-dessus la tête des Européens. Ce qu'il veut, c'est peut-être qu'un jour, et assez rapidement, il faut que nous entretenions directement avec Donald Trump. Mais vous aviez raison de parler de course, qu'il en a aussi été question. Vous réécouterez dans un instant Vladimir Poutine parce qu'il a dit beaucoup de choses. On va d'abord faire un petit détour du côté de Moscou avec notre correspondant en Russie, Jérôme Garraud. Bonsoir Jérôme. On ne savait pas si Vladimir Poutine parlerait avant d'avoir rencontré Steve Witkoff, l'émissaire américain qui est arrivé à Moscou ce matin. Finalement, il n'a pas attendu de le voir et il a parlé en présence d'Alexandre Loukachenko. Oui, bonsoir. Et finalement, Vladimir Poutine a fait du Poutine, c'est-à-dire qu'il a eu ces déclarations qui demeurent quand même assez mystérieuses. En tout cas, il ne se découvre pas tout à fait. Il gagne du temps, temporise en disant d'accord sur le principe pour un cessez-le-feu, mais à mes conditions. Et c'est évidemment ce point-là qu'il va falloir éclaircir. Donc là, Vladimir Poutine va avancer sur un fil parce que les négociations vont commencer, le chemin est assez étroit, il n'y a pas de cessez-le-feu à l'heure actuelle et il va devoir pousser ses arguments au maximum pour essayer de convaincre Donald Trump de préparer les points d'un traité de paix qui lui conviendra à lui. Et ça, il va le faire comme à son habitude, en montrant qu'il n'est pas pressé, qu'il a le temps face au président américain qui a montré depuis plusieurs jours que lui voulait aller très très vite. D'après un journal russe qui s'appelle Commerçant, qui est un journal historiquement assez sérieux et bien informé, le négociateur envoyé, l'émissaire spécial envoyé par Donald Trump sera reçu ce soir par Vladimir Poutine au Kremlin. Et c'est sans doute à l'occasion de cette rencontre que seront discutés ces fameux détails. Donc là, on va vraiment entrer dans les négociations et dans une phase beaucoup plus sérieuse.
Merci beaucoup Jérôme Garraud en direct de Moscou. Restez bien avec nous si vous avez d'autres informations, n'hésitez pas à nous le dire. Michel Goya, à vous, on ne peut pas la faire à l'envers. Est-ce que Ça dépend. aux autres non plus d'ailleurs. Mais est-ce que vous avez entendu un message d'espoir de la part de Vladimir Poutine quand il dit moi je suis OK, mais par contre à mes conditions. Comment vous comprenez? Vous savez, le flou, c'est la liberté d'action du politique. Donc là, il ferme rien et il ouvre rien. Il se présente comme, en fait, c'est lui le patron. C'est lui le maître des événements, c'est lui le maître du temps. Il est face à un Donald Trump qui lui est pressé. Et donc lui, il montre. Est-ce que ça ne va pas agacer Donald Trump, justement, ce genre de déclaration? C'est un jeu assez subtil, effectivement. Il ne faut pas trop énerver. Si le flou, c'est la liberté d'action du politique, chez Trump, c'est plutôt l'imprévisibilité et parfois le n'importe quoi et qui constitue sa liberté d'action d'une certaine façon. Non, mais il faut bien comprendre qu'on est sur une double négociation en réalité. C'est-à-dire qu'il y a 2 traités de paix. Il y a le traité, tout ce qui concerne l'Ukraine, et puis une sorte de traité de paix implicite entre les États-Unis et la Russie, qui se négocient en même temps. Et les deux sont évidemment liés. Donc c'est quand même un package assez complexe à gérer. Donc il va il va prendre du temps, forcément, qui va nécessiter de la part des Russes des concessions afin de plaire aux Américains. Mais, encore une fois, ça ne va pas se faire tout de suite. Et Vladimir Poutine n'a pas du tout l'intention de montrer qu'il subit les événements. Il dit, voilà, sa position, c'est de dire, bon, écoutez, d'accord, oui, pour une trêve, mais bon, actuellement, pour l'instant, c'est moi qui gagne, quoi. Je me suis présenté hier en vainqueur, en général vainqueur à Koursk. Voilà, c'est pas... On a beaucoup montré ces images où il était justement en uniforme, en tenue militaire, en tout cas. Le moment, le lieu ne sont pas anodins. Et donc, il dit, bon, en gros, voilà, moi, j'ai le temps, et puis on verra. Et puis il a rappelé que la région était sous contrôle, c'est ce qu'il a dit dans ses mots tout à l'heure. On est aussi avec Alain Barluet, correspondant du Figaro à Moscou. Bonsoir, merci d'être avec nous dans ce grand dossier. Vous avez écouté, tout comme nous, la déclaration de Vladimir Poutine depuis Moscou. Qu'en retenez-vous ? Écoutez, plusieurs choses. D'abord, c'est vrai que... pas une forme de surprise, mais enfin cet accord énoncé par Vladimir Poutine, son accord à la fin des hostilités, bon, elle est bienvenue. Il était difficile pour le président russe, sans doute, d'opposer à la proposition américano-ukrainienne, enfin la proposition américaine à refus franc et massif. Il aurait pris le risque de paraître plus va-t-en-guerre que Zelensky. En même temps, sur le fond, et ça a été dit à l'instant, sans doute rien n'a bougé. Il parle de nuances, à éclaircir. Il s'agit de détails, mais en l'occurrence, là, vraiment, le diable va être dans les détails. Cette volonté russe d'aller à la racine du conflit, comme ils disent, elle reste entière. Et pendant que vous parliez, Grégory Phillips nous a rejoint. Bonsoir Grégory, merci d'être avec nous, rédacteur international LCI. Je me posais une question. C'est vrai que tout le monde sur ce plateau s'accorde à dire que Vladimir Poutine finalement a fait du Vladimir Poutine. Il n'a pas dit grand-chose. Il s'est quand même exprimé sur cette trêve. Il dit oui, mais pourquoi parler dans ces cas-là? Est-ce que c'est pour jouer avec nos nerfs? Non, je pense que le plus dur comment, c'est que Poutine a le temps. Il a le temps. Trump est pressé d'obtenir quelque chose, une trêve, un accord de cessez-le-feu, peut-être plus, pour des raisons notamment de politique intérieure. Trump veut aller vite, il veut régler cette guerre, s'en débarrasser, et c'est fini. Poutine, il a le temps. Là, il est en train de récupérer la zone de Koursk. C'est une question d'heures ou de jours. La situation qui est figée lui va à peu près. L'économie, certes, souffre, mais elle s'auto-alimente par une économie de guerre. Donc le tempo du dirigeant du Kremlin n'est pas du tout le même que celui du président américain et des chaînes de télé américaines. Lui peut prendre son temps et il va rencontrer Witkoff. Il va discuter avec eux, il a posé des conditions sur la table, et si ça prend des jours et des jours et des jours, il peut attendre.